Bon, merci beaucoup Nicolas, merci de m'avoir invité ici. C'était très intéressant ce matin, donc je suis d'autant plus contente d'être venue. Donc moi je vais vous parler je ne vais pas tellement parler d'Anthropocène, je ne sais même pas si j'ai prévu de nommer l'Anthropocène, mais vous verrez que c'est en fait très proche, puisque je vais parler du changement climatique qui, comme ça a été dit ce matin, est quand même un des principaux problèmes qui est subsumé sous le terme Anthropocène. Donc moi je travaille sur, en disant socio, histoire, sciences sociales ou STS pour ceux qui connaissent, sur le changement climatique, les sciences du climat, les rapports entre sciences et politique dans la question du changement climatique et aussi les pratiques scientifiques dans les sciences du climat, notamment la modélisation. Là, ça va être un tout petit peu différent. Donc ma communication sera consacrée à l'objectif de température globale qui figure dans l'accord de Paris et qui constitue un des aboutissements, comme vous le savez sans doute, de la COP 21, qui est rester sous un réchauffement moyen de 2 degrés par rapport à la température pré-industrielle et si possible de 1,5 degré. Et ma présentation portera aussi sur le rapport spécial que le GIEC a produit sur... voyons voir, voilà. Non, toujours pas. Ah, d'accord. Que le GIEC a produit sur cet objectif de 1,5 degré et qui a été publié en octobre dernier. Donc je me demanderai notamment comment expliquer qu'on fixe à Paris en 2015, oui c'est ça, un objectif de 1,5 degré encore plus ambitieux que l'objectif de 2 degrés qui avait été fixé à la COP de Copenhague en 2009, alors qu'entre-temps, eh bien, les émissions de gaz à effet de serre n'ont cessé de grimper. Et je me demanderai aussi comment et pourquoi les scientifiques du GIEC ont produit en octobre dernier un rapport sur cet objectif. Et enfin, que peut-on dire des premières retombées de ce rapport? Alors, 2 mots sur le cadre de ce travail. Il fait partie d'un projet qui a été financé par l'IFRIS, qui était intitulé Climacop et qui était un projet d'ethnographie collaborative, pour reprendre les termes de celui qui le dirigeait, Jean Foyer, projet qui a réuni une vingtaine de chercheurs en sciences sociales pour analyser la COP de Paris dans différents espaces sociaux, l'espace des négociations, le business, la société civile, et projet qui a donné lieu au livre que vous voyez ici, qui a été co-dirigé par donc Stéphane Aïkout, Jean Foyer et Édouard Morena. Et dans ce projet, j'avais l'intention d'étudier la place des sciences à la COP, ce qui est un petit peu ce sur quoi je travaille en général, et l'objectif de 1,5 degré s'étant imposé comme un thème absolument majeur peu avant la COP, eh bien, je me suis finalement focalisée sur ce sujet. Donc, dans cette présentation, je vais d'abord revenir sur l'histoire de la montée de l'objectif 1,5 degré en retraçant d'abord l'histoire de l'objectif 2 degrés qui l'a précédé, puis la naissance et l'ascension politique et le succès à la COP de Paris de l'objectif 1,5. Dans une deuxième partie, je parlerai des trajectoires, des scénarios de décarbonation ou décarbonisation, je n'ai jamais su ce qu'on disait, des modèles d'évaluation intégrée qui produisent ces scénarios, qu'on appelle donc les Integrated Assessment Models, les IAM, du budget carbone, des technologies d'émissions négatives ou d'extraction des CO2, etc. Donc de sujets un peu plus techniques, je dirais. Ensuite, j'évoquerai les débats, les réactions et les controverses scientifiques sur ces 2 sujets assez brièvement. Et dans la dernière partie, eh bien, je parlerai du rapport spécial sur cet objectif 1,5 degré. Tout ça n'était évidemment, une partie n'était pas prévue pour la présentation de l'an dernier parce que je suis des sujets qui évoluent extrêmement rapidement et ce que je vais dire ne correspond pas tout à fait à ce que j'ai écrit dans le livre que je vous ai montré. Il y a une évolution très très rapide de ces domaines qui oblige un suivi assez serré. Donc je commence par l'histoire. Oui, c'est un peu long. Je commence par l'histoire évidemment un petit peu rapide de l'objectif de température moyenne globale de 2 degrés, parce qu'elle est utile pour comprendre l'objectif de 1,5, mais aussi pour un peu planter le décor de ce qu'on appelle le régime climatique, c'est-à-dire les institutions internationales, les instruments qui traitent du changement climatique, et en particulier
les deux principales institutions que sont le GIEC, qui est le groupe intergouvernemental, et non pas international, intergouvernemental d'experts sur le climat, et la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, qui organise tous les ans les fameuses COP. Donc, cet objectif ou seuil de 2 degrés est omniprésent, comme vous le savez, dans les discours sur le changement climatique depuis au moins 2009, mais son adoption a été compliquée, n'est pas du tout allée de soi. C'est une histoire qui a été pas mal étudiée, j'ai au moins 4 ou 5 articles sur le sujet par des chercheurs en sciences sociales et par des historiens, et qui constitue finalement un assez bon exemple des rapports entre sciences et politique dans le domaine du changement climatique depuis au moins 30 ans. Tous les travaux, tous les 4 ou 5 articles dont je parle, tous ces travaux, au-delà de leurs différences, s'accordent à montrer que l'objectif de 2 degrés n'est pas du tout une recommandation de la science aux politiques, comme on l'entend parfois, mais que cet objectif résulte d'interactions étroites et au long cours entre les sciences et les négociations politiques du climat. Donc on peut commencer cette histoire avec les débuts du régime climatique actuel, donc création du GIEC en 1988, mise en place de la Convention cadre de l'ONU sur le changement climatique à Rio en 1992. Les 2 degrés, en fait, on les voit apparaître avant, mais bon, avec une autre signification, et je ne vais pas rentrer dans ces détails. La dimension de long terme, en fait, est présente dès l'origine de la Convention cadre. Vous voyez ici son article 2, qui stipule que l'objectif ultime de la Convention, c'est de stabiliser la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Alors, pour les scientifiques, les climatologues considèrent que ce n'est pas leur travail de préciser ce qu'est un niveau dangereux, mais néanmoins, dans les années 90, eh bien, les discussions se multiplient dans les cercles d'experts sur la façon de définir ce qu'est un réchauffement dangereux. Et plusieurs options sont alors discutées. Est-ce qu'on va parler de la stabilisation de la température ou de la concentration des gaz à effet de serre ou encore des émissions? Donc les discussions se poursuivent et en 1995, un think tank allemand, influent auprès du gouvernement allemand, qui s'appelle le WGBU, propose de fixer une hausse de température maximale de 2 degrés qu'il a déterminée en considérant en fait qu'on ne doit pas s'éloigner de la plage de température dans laquelle se sont développés les humains et les écosystèmes depuis 120 000 ans. C'est intéressant d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, de voir que cette façon de penser ressemble beaucoup à la façon de penser des limites planétaires qui a été évoquée tout à l'heure, et ce n'a rien d'étonnant puisque eh bien, on retrouve les mêmes personnes au WGBU, on trouve Sheldon Huber, etc. Donc, d'une manière générale, les acteurs dans tous ces domaines sont petit nombre et on les retrouve à beaucoup de niveaux. Donc, en 1996, l'Allemagne finalement adopte cette limite de 2 degrés, qui est associée alors à un objectif de stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre de 550 parties par million, ppm, les deux étant associés, température et concentration étant associés par des modèles, des calculs. Donc l'Allemagne est suivie par le Conseil des ministres de l'Environnement de l'Union européenne, qui adopte la même année ou l'année suivante, je ne sais plus, ce même objectif de ne pas dépasser les 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle toujours. Mais en fait, dans cette décennie 90, à part l'Union européenne, qui se veut alors à l'avant-garde dans le domaine du climat, et pour qui d'ailleurs la question du changement climatique constitue aussi une manière de se définir et de se rassembler, eh bien, à part l'Union européenne, les 2 degrés n'émergent pas encore du tout à l'échelle internationale, ni au niveau politique, ni au niveau scientifique. Les climatologues préfèrent la métrique de la concentration de gaz à effet de serre, qui est plus mesurable, qui est plus robuste et qui est moins entachée d'incertitude que la température. Et du côté politique, en fait, l'idée d'objectif à long terme reste encore en marge des négociations. Par exemple, le protocole de Kyoto, eh bien, de 1997, ne donne que des objectifs à court terme et seulement aux pays industrialisés. Alors les choses vont évoluer avec le 3e rapport du GIEC en 2001, qui, pour la première fois, donne une place importante aux objectifs de long terme. Et là, j'ai montré un schéma
Ouais, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais enfin bon. C'est un schéma qui est intitulé Reason of Concern, les raisons de préoccupation, si on veut, et qui apparaît dans le résumé pour le décideur du 3e rapport du GIEC, donc en 2001. Et ce schéma, pour la première fois, associe de façon synthétique émissions, température moyenne et impact. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que cette innovation dans le rapport du GIEC est elle-même inspirée par la limite de température et de concentration qui a été adoptée par l'Europe, ce qu'on peut voir en regardant un petit peu des documents. Donc, vous voyez là un exemple d'échange entre sciences et politique. Dans le sillage de ce 3e rapport du GIEC, donc au début des années 2000, eh bien, ces objectifs à long terme, température et concentration associés à cette époque, circulent donc à nouveau dans la littérature d'expertise et commencent à être discutés dans les négociations internationales. Et en 2007, à la COP de Bali, qui doit définir le plan d'action pour succéder au protocole de Kyoto qui doit s'achever donc en 2012, eh bien pour la première fois, une COP se réfère à un objectif à long terme pour la réduction des émissions. Et donc, dans les discussions d'experts, où il s'agit de préparer l'après-Kyoto, on discute de ce que peut être ces objectifs à long terme et se détache la stabilisation à 2 degrés qui est associée maintenant non plus à 550 ppm mais à 450 ppm. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il y a eu une évolution des travaux scientifiques et qu'on prend en compte un peu différemment les gaz à effet de serre autres que le CO2. Je ne rentre pas dans les détails là-dessus. Et en 2009, à la COP de Copenhague, COP qui est très souvent considérée comme un échec, ce mot n'est évidemment que relatif aux espérances qu'on a pu mettre dans cette COP, qui sont elles-mêmes discutables, enfin voilà. Et donc en 2009, eh bien, le seuil de 2 degrés est pour la première fois inscrit dans la déclaration finale et sera adopté l'année suivante à la COP de Cancun. Et cette fois, ce seuil éclipse les autres indicateurs, la concentration a disparu, la température, dit-on, est plus facile à communiquer. Elle est plus facile à comprendre, du moins en apparence, parce qu'une température moyenne du globe, ce n'est pas si simple que ça, que la concentration. Mais en fait, elle est aussi, comme je l'ai dit, plus difficile à mesurer, plus difficile à définir. En revanche, elle a d'autres avantages, comme, même y compris pour les scientifiques du climat, comme de pouvoir très facilement être connecté à la fois en amont aux émissions et en aval aux impacts. Et puis finalement, comme c'est bien connu, les ambiguïtés de la limite de température peuvent être des atouts dans les négociations. Et donc l'objectif de 2 degrés est un grand succès, il est de plus en plus cité et il en vient à symboliser la lutte contre le changement climatique. Et on voit ici que le seuil de 2 degrés est un cas d'école très souvent cité de coproduction entre ordres scientifiques et politiques, pour utiliser un petit peu un cliché de STS. Bon, on a vu, j'ai nommé, mais il y en a d'autres, des échanges entre rapports du GIEC et négociations politiques. Mais ce seuil de 2 degrés a aussi les caractéristiques de ce qu'on appelle un objet frontière, c'est-à-dire un objet qui est à la fois assez stable et assez flexible pour servir en fait d'interface entre des domaines différents ou des acteurs, ou en l'occurrence des parties différentes à la négociation. Alors, tandis que les 2 degrés faisaient une belle ascension dans les négociations climat, eh bien, certains acteurs tentaient déjà, dès 2007, d'imposer un but encore plus ambitieux, le seuil de 1,5 degré, qui était associé à une concentration en CO2 de 350 ppm. 350 ppm a donné son nom à une ONG qui s'appelle 350.org et qui est assez connue dans le domaine du changement climatique. Et au premier rang de ces pays, eh bien, il y a l'Alliance des petits États insulaires, l'AOSIS, pour qui, c'était son argument, ces îles sont rayées de la carte par une hausse du niveau des mers dès le réchauffement de 2 degrés. Mais il y a aussi, outre l'AOSIS, le groupe des pays les moins industrialisés, des pays pauvres donc, et le groupe des pays d'Afrique. Et soutenus par les ONG, ces groupes de pays obtiennent à la COP de Copenhague que la déclaration, en fait la même déclaration qui donnait comme objectif 2 degrés, pour la première fois, appelle en même temps à une révision de cet objectif de 2 degrés et comporte une référence à l'objectif de 1,5 degré. Si bien qu'en fait, alors que cet objectif de 2 degrés était constamment réaffirmé dans les discours publics et très largement soutenu, eh bien, dans les publications scientifiques et d'experts, des avis beaucoup plus divers étaient exprimés,
en particulier dans le cadre de cette révision qui avait été demandée par la Convention. Beaucoup plus divers parce que certains critiquent le fait même de prendre une température comme indicateur et proposent d'ailleurs d'autres indicateurs. Certains critiquent le manque de robustesse et de précision scientifique de cette température. D'autres considèrent que les 2 degrés seront extrêmement difficiles à tenir, voire impossibles, parce que c'est beaucoup trop ambitieux. Et d'autres encore considèrent au contraire qu'il faut aller plus loin que les 2 degrés. Et assez paradoxalement, c'est un paradoxe sur lequel je reviendrai tout à l'heure, de plus en plus de scénarios sont publiés qui parviennent à rester sous le seuil de 2 degrés, alors même que les émissions de CO2 n'arrêtent pas d'augmenter. Donc, pendant cette période, entre les COP de Copenhague et Paris, des rapports d'experts, dans le cadre de la révision demandée par ces acteurs, s'appuient sur le 5e rapport du GIEC, qui est sorti en 2015. Donc non, ça c'est juste avant, donc sur le futur 5e rapport, donc qui met en évidence ce rapport des impacts plus graves que prévu. Ça c'est une réalité que le rapport a montré que l'objectif de 2 degrés ne permettait pas de sauver un certain nombre d'écosystèmes, par exemple, et de populations. Et les rapports d'experts, non seulement donc, mettent en avant le côté insuffisant des 2 degrés sur ce plan, mais affirment aussi qu'il est encore possible de limiter le réchauffement à 1,5 degré, même si évidemment ça pose des défis très importants. Alors, l'objectif de 1,5 degré monte en puissance entre 2009 et 2015, en particulier juste avant la COP de Paris, à la fois sur le plan scientifique et politique, avec les rapports que j'ai évoqués, et dans les mois précédant la COP, la OSIS et les autres groupes de pays qui soutiennent cet objectif s'appuient sur toute une série de think tanks, d'ONG et de fondations philanthropiques, et aussi de conseillers scientifiques, pour mener un lobbying très intense auprès des délégations et de la société civile, d'autres ONG. Et leur argument est de dire que la limite de 2 degrés, un de leurs principaux arguments, que cette limite a été fixée par les pays développés, mais que pour les pays pauvres, le véritable seuil dangereux, c'est 1,5 degré. Une coalition qui se dit de haute ambition exige une référence au seuil de 1,5 degré comme condition, comme préalable à la signature de l'accord par les pays pauvres. Cette coalition regroupe de plus en plus de pays et finalement, eh bien, la mention des 1,5 degrés figure dans l'accord de Paris. Alors, cet objectif de 1,5 degré satisfaisait en fait absolument tout le monde sur le plan politique. Les pays pauvres, qui peuvent espérer que la reconnaissance de ce seuil de dangerosité se traduise par des compensations en cas de dépassement. Les pays développés qui ont obtenu la signature des pays pauvres sans garantie de compensation. Et puis les institutions onusiennes, les ONG, les fondations philanthropiques qui voulaient à tout prix éviter, c'était explicite, la répétition de l'échec de Copenhague, qui voulaient un accord ambitieux et pour qui cet objectif de 1,5 degré est susceptible d'entraîner un élan, un momentum, c'est un mot qui a été très présent, qui est capable de pousser beaucoup d'acteurs à l'action. Donc on voit ici que l'objectif de 5 degrés a des origines très clairement politiques, mais cet objectif s'appuie aussi sur des sciences. Il s'appuie sur les évaluations des impacts du dernier rapport du GIEC et il s'appuie sur des trajectoires, sur des scénarios produits par des modèles. Et c'est là-dessus que je vais maintenant parler. Donc quelques mots sur des outils absolument essentiels qui produisent ces fameux scénarios ou ces trajectoires ou ces pathways. Ce sont les modèles numériques qu'on appelle Integrated Assessment Models, modèles d'évaluation intégrés ou IAM. Alors ces modèles intégrés, bien qu'étant aussi évidemment des modèles numériques, sont très différents des modèles de climat qui fournissent les projections de changement climatique. Les modèles de climat qu'on appelle aussi GCM, Global Climate Model, les modèles de climat simulent l'évolution de la circulation de l'atmosphère en se fondant, et de l'océan maintenant, en se fondant sur les équations de la dynamique des fluides et sur des paramétrisations dont un bon nombre, au moins les paramétrisations centrales, sont physico-chimiques, sont basées sur des micro-modèles physico-chimiques, disons. Et en cela, les modèles de climat sont très très proches des modèles de météorologie qui donnent le temps quotidien.
Les modèles intégrés, en revanche, sont constitués de différents modules qui représentent des systèmes environnementaux, les systèmes techniques et les systèmes humains, suivant la formulation, de manière intégrée, c'est-à-dire en modélisant l'évolution à long terme et à échelle globale des paramètres qui représentent l'interaction entre ces systèmes. Alors, en fait, le schéma, j'ai mis là un peu n'importe quel schéma, enfin, parce qu'en fait, il ne s'agit pas de détailler ces modèles. J'ai mis un des modèles américains, un des modèles intégrés parce qu'il était relativement visible, mais il n'est là qu'à titre d'illustration. Je ne vais pas rentrer du tout dans les détails. Donc ces modèles, en fait, intègrent les contributions de disciplines extrêmement diverses, climat, hydrologie, économie, ingénierie, et ils ne sont pas fondés sur des théories ou des bases théoriques communes, à la différence des modèles de climat, mais ils sont assez variés, ils relèvent de traditions diverses. Certains sont plutôt issus des modèles d'énergie, d'autres des modèles d'ingénierie, des modèles d'agronomie, des modèles économiques, etc. Et donc ces modèles intégrés, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils produisent, et c'était leur principale fonction pendant longtemps, ils produisent des scénarios d'émissions de CO2. C'est ce qu'on appelle aussi des trajectoires socio-économiques d'émissions. Des scénarios d'émissions qui servent d'entrée ou qui ont servi d'entrée longtemps au modèle de climat, chaque scénario fournissant finalement différentes projections de climat. Aujourd'hui, ces IAM ont aussi une autre fonction qui est de fournir des scénarios pour informer l'action politique dans le domaine du climat. Évidemment, on reviendrai là-dessus. Alors l'histoire de ces IAM est tout à fait liée à celle du GIEC en fait. Pour les deux premiers rapports, en 90 et 95, il n'y avait que 2 modèles intégrés qui produisaient donc tous les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Troisième rapport 2001, on a 6 IAM. Et puis au milieu des années 2000, le système de scénario change. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un petit peu compliqué. Mais en tout cas, ça a pour résultat que les modèles d'IAM ont une fonction plus importante. Et comme je viens de le dire, non seulement ils produisent des scénarios comme input des modèles de climat, mais aussi pour tester des options de politique climatique, comme on le verra. C'est une communauté qui a beaucoup grandi, donc au milieu des années 2000, avec une trentaine de modèles intégrés dans le monde, qui sont présents dans le dernier rapport du GIEC, qui s'est structurée, dotée d'institutions internationales, mais malgré cette abondance de modèles, en fait, il y a 3 centres de production de modèles intégrés qui ont une influence beaucoup plus grande que les autres et qui sont tous les 3 européens. L'IASA, International Institute for Applied System Analysis, qui est un institut international basé à Vienne et qui a été créé dans les années 70 pour modéliser les systèmes énergétiques. Le PBL, qui est une agence environnementale des Pays-Bas, et le PIC, Potsdam Institute for Climate Research en anglais, enfin je n'ai pas le terme allemand, qui est donc l'Institut allemand de recherche sur le climat et dont le rôle a été absolument central pour le 5e rapport du GIEC et dans ces dernières années pour toutes ces affaires d'objectifs de degré à 1,5 degré, comme on le verra. Ce rôle a été central notamment parce que le PIC a joué un grand rôle dans l'orientation des projets européens, lesquels projets européens ensuite ont donné des financements pour le développement de scénarios qui ont été repris dans le GIEC. Bon. Donc il y a d'autres centres, il y a des centres américains, japonais, européens, il y a un centre en France qui s'appelle le CIRED, mais qui ont une influence moindre par rapport à ces 3 centres-là. Alors, dans les années 2010, cette trentaine de modèles intégrés ont produit pas moins de 1184 scénarios d'émissions de gaz à effet de serre qui ont tous été pris en compte dans le 5e rapport du GIEC, sorti donc en 2014, et qu'on voit représenté ici en haut à gauche, c'est ce qu'on appelle les spaghettis. Chacune des courbes représente une trajectoire d'émissions entre 1980 et 2100, autrement dit une quantité de CO2 émise à l'échelle globale chaque année. Et les 4 traits plus épais que vous pouvez voir, eh bien, ils représentent en fait ce qu'on appelle les Representative Concentration Pathway, les RCP, qui sont des scénarios de référence auxquels correspondent, par différents calculs, des plages, des fourchettes de température. Donc je ne rentre pas du tout dans les détails, mais ce qui importe, c'est que vous pouvez voir que seuls les scénarios en bas, qui sont en bleu,
parviennent à un réchauffement autour de 2 degrés ou moins. Et que pour cela, eh bien, ces scénarios, ces courbes passent en dessous de la ligne de zéro, comme vous pouvez le constater. Donc, les émissions deviennent négatives, ce qui veut dire en pratique qu'on retire du CO2 à l'échelle globale au lieu d'en ajouter, grâce à des technologies appelées technologies d'émissions négatives ou technologies d'extraction du dioxyde de carbone, Carbon Dioxide Removal, CDR. Ce qui est à peu près symétrique, hein, sans rentrer dans, à peu près équivalent, je veux dire, sans rentrer dans les détails. Donc, je reviendrai là-dessus sur ces fameuses technologies d'émissions négatives, mais avant, juste un mot sur les budgets carbone, parce que c'est une notion importante. C'est un indicateur qui a été produit en 2010 par des climatologues pour faire comprendre aux politiques de manière assez simple à quoi correspondent les objectifs de température. C'était l'objectif déclaré, le but déclaré de cet indicateur au budget carbone. Donc, il faut savoir, je pense que maintenant on le sait assez globalement, mais que le CO2 s'accumule dans l'atmosphère et ne disparaît que très lentement. Si bien que le réchauffement qui est produit par les humains est quasi proportionnel à la quantité totale de CO2 qui a été rejetée. Par exemple, un réchauffement de 2 degrés, toujours par rapport à la température pré-industrielle, après il faut moyenne, il faut définir ce que c'est, mais bon, j'élimine cette question pour le moment. Donc un réchauffement de 2 degrés, ça correspond à un budget total de rejet de 3000 gigatonnes. C'est-à-dire 3000, les gigatonnes, c'est 1 milliard de tonnes de CO2. Donc toujours depuis l'époque industrielle. Un réchauffement de 1,5 degré correspond à 2500 gigatonnes, etc. Alors quand on sait combien l'humanité a émis depuis ce fameux début de l'ère pré-industrielle, soit environ 2000 gigatonnes, eh bien on obtient par soustraction le budget qui reste correspondant à chaque objectif de température donné, soit 1000 gigatonnes pour 2 degrés et 500 pour 1,5 degré. Alors là, je donne des chiffres, des ordres de grandeur, parce que ça change un peu, etc. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de manière générale. Il faudrait parler des incertitudes, des autres gaz à effet de serre, des périodes. Bon, je glisse sur tout ça, parce que ce n'est pas ce qui importe ici. Alors, en fait, le budget carbone, on s'en est aperçu l'an dernier, il y a eu toute une controverse scientifique là-dessus. C'est un indicateur moins simple qu'on le croyait, parce qu'il y a plusieurs façons de le calculer, selon qu'on utilise plutôt les observations, les modèles de climat ou les IAM, et qu'en fait, étant donné qu'on est extrêmement près des objectifs, 1,5 degré, 2 degrés sont des objectifs très proches de la fin du budget, eh bien, du coup, les calculs sont très sensibles à ces différentes approches, ce qui ne serait pas le cas si on avait des objectifs beaucoup plus lointains. Donc, ce qui est important ici, c'est ce que vous voyez sur les schémas à droite et en gris, c'est que pour rester sous un réchauffement de 1,5 degré, eh bien, le budget résiduel est extraordinairement faible. Il correspond, sur cette image qui est un petit peu datée, mais bon, encore une fois, c'est uniquement les ordres de grandeur qui comptent, il correspond à 3 ou 4 ans au rythme d'émission actuelle, qui est de 40 gigatonnes par an environ. Alors en fait, il a été un peu révisé à la hausse, mais actuellement, étant donné qu'on est en train de réviser la sensibilité du climat également à la hausse, enfin, bon, encore une fois, ce qui compte, c'est les ordres de grandeur. Et on voit en bas à droite que pour atteindre cet objectif, sans une sorte de pente totalement improbable qui est au milieu, les scénarios doivent dépasser le budget. Et puis pour compenser ce dépassement, on pompe l'excès de CO2 dans l'air. Si bien que, comme le remarque un politiste allemand, un expert, le concept de budget était supposé mettre en évidence des contraintes physiques aux yeux des politiques, et en fait, il permet de créer un mécanisme de dette qui introduit une nouvelle flexibilité, ce qui est un classique. J'en viens maintenant aux technologies d'émissions négatives. Donc, la technologie à laquelle les scénarios du GIEC ont le plus largement recours, c'est ce qu'on appelle bioénergie avec capture et séquestration du carbone, en abrégé BECS. Le principe est le suivant, assez simple. On fait d'énormes plantations d'arbres qui absorbent le CO2 par photosynthèse. On les brûle en produisant de l'énergie. On capture le CO2 émis. On liquéfie ce CO2 et on le stocke sous terre, si bien qu'au bilan, on soustrait du CO2 à l'atmosphère pour l'enfouir dans le sol. Et donc, cette technique, pourquoi elle a été choisie par les modèles? Parce qu'elle est supposée peu coûteuse, parce qu'en principe, on sait à peu près faire tout ça.
Et c'est aussi pour ça, oui, donc, que c'est vraiment la technique qui a été, à laquelle on a eu le plus recours dans les scénarios. Alors il y a juste quelques petits problèmes, c'est que le BEX n'existe pas, qu'il n'existe qu'expérimentalement à très petite échelle et qu'il exige des conditions très difficiles à réunir, et qu'il exige des surfaces cultivables absolument massives, de centaines de millions d'hectares. Pour donner un ordre de grandeur, c'est devenu une unité, comme disait... La surface de l'Inde devient une unité dans ce domaine. Donc, on est entre 1 et 2 fois ou 3 fois la surface de l'Inde. Bon. Et évidemment, tout ça au dépend d'autres usages des terres, avec des risques pour l'accès à l'eau, la biodiversité, la pollution par les pesticides nécessités pour planter ça, etc. Bon. Alors, ce n'est pas la seule. Je vais passer en revue rapidement d'autres technologies d'émissions négatives qui sont étudiées, hein, elles sont à l'étude, mais... Donc ce qu'on appelle la forestation, ou encore reforestation, c'est aussi une technologie d'émissions négatives au sens où elle consiste à planter des arbres qui absorbent le CO2, c'est évidemment beaucoup moins technique et moins coûteux, mais le problème réside, là encore, dans le côté complètement extensif, les quantités, les échelles, les surfaces nécessaires pour avoir un effet climatique. Donc là encore, compétition avec l'agriculture et les besoins en eau, et aussi éventuellement effets secondaires tels que émissions d'oxyde nitreux, effets sur la biodiversité, effets éventuellement climatiques inverses via l'évapotranspiration ou le changement d'albédo lié à la plantation de forêts, et puis vulnérabilité au feu, vulnérabilité aux maladies avec le réchauffement. Là, je mentionne les risques, hein, mais bon. Il y a aussi des technologies d'accroissement du stockage du carbone dans le sol via des pratiques agricoles. C'est le cas de l'initiative 4 pour 1000 dont vous avez sans doute entendu parler au moment de la COP 21. Elle a été portée par la France. Donc là aussi, on est encore au niveau des recherches et le potentiel, en fait, il faut aussi insister sur un aspect dont on parle assez peu, c'est qu'en fait, ce sont des stockages bon, je reparlerai plus tard, mais ce sont des stockages éventuellement provisoires, enfin pas pérennes, hein, ce type-là de technologie. Alors il y a une autre technologie sur laquelle certains font beaucoup d'espoir, qui s'appelle le Direct Air Capture, la capture d'air direct, enfin on le dit en anglais en général. Donc il s'agit d'aspirer l'air, de capturer le CO2 par des procédés chimiques, physico-chimiques, d'absorption ou d'adsorption liquide ou solide. Et actuellement, on en est au stade du prototype et de la recherche. Et a priori, ça utilise quand même beaucoup d'énergie. Et donc, c'est assez coûteux. Bon. Il y a, je vais essayer d'accélérer, peut-être justement l'érosion accélérée. Donc, il s'agit d'accélérer, d'amplifier les processus chimiques d'érosion, qui sont très longs, mais là aussi, on en est au stade des recherches. Et puis, la fertilisation des océans, avec du fer, mais là aussi, on a un petit peu, là je pense que c'est un peu plus connu, il y a un certain nombre de problèmes d'impact écologique. Et il faut d'ailleurs noter que plusieurs de ces techniques comportent des risques pour les écosystèmes et que la Convention sur la biodiversité a rejeté expressément des solutions comme le BECS et comme la fertilisation océanique en raison de ces risques pour la biodiversité. Donc ces technologies d'émissions négatives, en particulier le BECS, elles sont présentes dans le 5e rapport du GIEC. Elles étaient évoquées dans le 4e rapport, même si ce n'est pas forcément la chose la plus connue de ces rapports. Et parce que tout simplement, tous les scénarios qui atteignent de très faibles niveaux de réchauffement recourent à ces technologies, et j'allais dire, ne peuvent pas faire autre chose que recourir à ces technologies dans l'état actuel. Donc, d'où la réponse au paradoxe que je pointais tout à l'heure. Comment se fait-il que dans les années 2010, on a de plus en plus de scénarios qui parviennent à limiter le réchauffement, alors que les émissions continuent? Eh bien, parce que le seuil de 2 degrés a été adopté. Il a été adopté comme objectif à long terme, et que donc les modélisateurs ont été fortement incités à produire des scénarios capables d'atteindre cette cible. Incités par le GIEC et incités aussi par l'Union européenne, dont les programmes cadres ont financé largement des projets qui visaient à fournir des scénarios de degrés, appels à projets eux-mêmes envoyés par le PIC. Bon, enfin, ça, c'est assez classique, les mêmes personnes lancent des appels à projets et y répondent, ça n'a rien de très original. Bon. Et donc, ces projets ont accouché de scénarios d'émissions qui ont été publiés dans des revues à communauté de lecture, qui ont alimenté le groupe 3 du 5e rapport du GIEC. Donc maintenant, je reviens à la COP de Paris.
La mention de l'objectif de 1,5 degré dans l'accord de Paris a déclenché un enthousiasme général dans les rangs des représentants des États et des ONG, mais a suscité chez les scientifiques des réactions beaucoup plus mitigées, ce dont je me suis aperçue en les interrogeant à chaud sur place. La plupart se sont montrés très surpris, voire quelque peu indignés, mais très vite, ils ont adopté un certain réalisme politique, hein, comme vous pouvez le voir. Et en fait, cette affaire de 1,5 degré a déclenché un débat chez les scientifiques et les experts, en particulier dans les grands journaux comme Nature, Science, et des sites web, des think tanks. Mais ce débat, en fait, a été encore plus large et encore plus vif que le débat qui avait eu lieu sur l'objectif de 2 degrés, probablement parce que cet objectif de 1,5 répondait ouvertement à une demande politique, ce qui a soulevé un petit peu l'indignation parfois. Et c'est un débat en fait très difficile à décrire, une controverse très difficile à cartographier. J'ai essayé, j'ai un petit peu renoncé, parce que d'abord tous les scientifiques impliqués sont relativement d'accord, ils considèrent tous qu'un réchauffement de 2 degrés c'est moins bien qu'un réchauffement, et c'est beaucoup plus grave que 1,5 degré. Personne n'aime les technologies d'émissions négatives, enfin, en tout cas, personne de manière très ouverte. Et en général, tout le monde insiste sur la priorité donnée à la réduction des émissions. Mais il y a quand même des gens qui insistent davantage sur la gravité des impacts et qui voient l'objectif de 1,5 degré comme un signal presque symbolique donné aux politiques et aux entreprises pour agir, et d'autres qui prennent davantage ou qui prenaient davantage au sérieux les contraintes impliquées par les scénarios et par les émissions négatives, qu'ils voient comme fictives ou dangereuses. Mais en fait, dans ces débats, ce qui est frappant, c'est à quel point les positions sont flexibles et changeantes. Les mêmes personnes, d'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, selon l'endroit où elles publient, ne disent pas la même chose, ce qui est assez normal, et également évoluent beaucoup dans leur vision. Entre autres, ça s'explique par l'évolution du problème, qui est une évolution très rapide. 1,5 degré, ça a d'abord été une revendication de pays pauvres, c'est devenu un objectif officiel, maintenant, c'est l'objet d'un rapport spécial du GIEC. Alors, donc j'en viens à ce rapport spécial, parce que la Convention climat, en fait, a invité le GIEC à produire un rapport scientifique sur cet objectif, toujours dans le cadre de l'accord de Paris en 2015, en disant qu'il y avait très peu de travaux, évidemment, sur ces trajectoires et sur les impacts correspondants. Alors, ce type de demande fait partie de la mission du GIEC, qui a donc répondu positivement. Ne pouvait pas tellement faire autrement, et c'est tout à fait normal. C'est une instance d'expertise, elle a des missions d'expertise, mais néanmoins, ce rapport représentait a priori un véritable défi à cause du délai très court. Il devait être rendu en automne 2018, donc moins de 3 ans. Manque de travaux existants, je l'ai dit, mais aussi parce que l'objectif était considéré, évidemment, par beaucoup de scientifiques comme une bataille perdue, et aussi comme un objectif, une commande politique, ce qui était relativement nouveau à ce stade, à ce niveau-là, et vécu comme aussi une forme d'instrumentalisation. Alors, la réalisation de ce rapport a été coordonnée par la coprésidente du groupe 1 du GIEC, Valérie Masson-Delmotte, qui est chercheuse au LSCE, le Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement dans la région parisienne. Et Valérie Masson-Delmotte, au début, avait beaucoup de craintes sur le nombre de chercheurs qui auraient été désireux de s'impliquer dans ce rapport. Et 3 ans plus tard, eh bien, ces craintes ont été complètement dissipées parce qu'en réalité, de très nombreux scientifiques ont voulu y participer. Vous voyez là les chiffres en bas. Je ne sais pas si vous les voyez. Enfin, il y a eu 560 nominations, 90 auteurs principaux et 42 000 commentaires dans les phases de révision, ce qui est du jamais vu, ce qui est un record. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait de tels changements? Eh bien, j'aurais pas dû le faire là. Bon, je vais aller les positions ont évolué parce que finalement, beaucoup de scientifiques ont voulu répondre aux demandes politiques, aux préoccupations des pays pauvres. Ils ont voulu être utiles en espérant que ça aurait un impact sur la prise de décision politique, et dès lors, il s'agissait de dépasser
de contourner la question de la faisabilité de cet objectif, de reformuler les questions pour qu'elles soient pertinentes scientifiquement et intéressantes, et de faire du rapport l'occasion de traiter des questions un peu moins abordées, notamment de connecter le climat aux autres problèmes environnementaux via les objectifs du développement durable, et par exemple aussi de mieux évaluer les technologies d'émissions négatives. Alors, dis deux mots, je ne sais pas, peut-être qu'il faut que je me dépêche, oui. Sur la cuisine de fabrication du rapport, donc, bien, vous voyez, après de nombreuses discussions, finalement, le titre du rapport, c'est les 4 lignes que vous voyez là. Donc ça, ce sont des titres qui ont été négociés entre pays. L'Arabie saoudite ne voulait pas de ce rapport, mais elle voulait un rapport sur les terres, donc finalement il y aura 3 rapports spéciaux. Enfin bon, je passe les négociations, il ne faut pas oublier que tout ça se négocie au niveau international. Un comité de pilotage a été mis en place en faisant circuler un questionnaire pour connaître les attentes des parties prenantes. Une nouveauté très importante par rapport aux autres rapports du GIEC, c'est que les 3 groupes de travail, je pense que vous connaissez 3 groupes de travail du GIEC, groupe 1 c'est sur la science, groupe 2 c'est les impacts du changement climatique, et groupe 3 les moyens de le traiter, c'est-à-dire ce qu'on appelle mitigation-adaptation en gros. Et donc ces 3 groupes ont travaillé ensemble alors qu'auparavant ils dialoguaient assez peu. Et ce travail en commun a été apparemment assez fructueux puisqu'il a par exemple permis de progresser sur les méthodes de calcul du budget carbone qui n'étaient pas les mêmes pour les différents groupes. Et donc on a pas mal avancé sur la conceptualisation de cet indicateur. Donc le contenu du rapport, pour aller très vite parce que vous l'avez peut-être entendu par la presse, donc la température moyenne globale a augmenté d'environ 1 degré depuis la période 1850-1900, avec un réchauffement bien sûr plus important sur les continents et aux hautes latitudes, mais ça on le savait déjà. Les impacts sont visibles. Le seuil de 1,5 degré devrait être atteint statistiquement, bon, je ne rentre pas dans les détails, entre 2030 et 2050, mais il n'est pas encore dans les tuyaux. Ça, c'est le résultat de négociations aussi. Le plus long chapitre du rapport est consacré aux impacts. Il correspond aux impacts donc, de 1,5 degré par rapport à 2 degrés pour à la fois la montée du niveau des océans, les risques de sécheresse, inondations, récoltes, etc. Et apparemment, la différence entre ces 2 objectifs et les impacts correspondants dans plusieurs domaines a été vraiment une surprise pour les scientifiques. C'était plus grand et plus intéressant que ce qu'ils pensaient. Le message le plus médiatisé, eh bien, c'est que pour stabiliser le réchauffement global à plus 1,5 degré avec un dépassement limité, donc ça c'est une référence aux émissions négatives et j'y reviendrai, il faut que les émissions de gaz à effet de serre diminuent très fortement et immédiatement de 50% par rapport au niveau de 2010 d'ici 2030. 2030 c'est dans 11 ans. Donc 50% d'ici 11 ans. Voilà, moi j'ai un peu du mal à en croire mes oreilles, mais voilà. Et il faut atteindre la neutralité carbone au milieu du siècle, c'est-à-dire qu'à cette date, tout ce qui est émis soit compensé par l'extraction du carbone en 2050. Si on veut 2 degrés, eh bien, en 2030, les émissions doivent être réduites de seulement 20% et de moitié d'ici 2045 et atteindre 0 en 2075. Donc, moi, je vous donne quelques petites courbes qui rappellent un peu l'état des lieux. Donc, pour montrer comme c'est réaliste. Donc, atteindre ces objectifs exigerait une transformation absolument sans aucune commune mesure, avec rien de ce qui s'est passé depuis que, je ne sais pas quand, des millions d'années, quoi. Donc, voilà quelques courbes de l'évolution de la consommation d'énergie, par type d'énergie, ça c'est les énergies fossiles, et depuis 1860, et par groupe de pays à droite. Et donc cette transition toucherait évidemment tous les secteurs, énergie, industrie, agriculture, transport, économie, finance, avec des besoins d'investissement immenses. Bon, je ne reviens pas là. Pour respecter ce seuil de 1,5, il faudrait atteindre donc net zéro émission en 2050. Autrement dit, au milieu de ce siècle, les émissions de CO2, mais aussi des gaz à effet de serre, devraient être compensées par l'extraction du CO2 en quantité équivalente. Donc ces technologies, en fait, si on y réfléchit, elles occupent une place essentielle dans le 5e rapport, mais elles apparaissent assez peu.
en fait, le BECS apparaît un petit peu dans le 5e rapport du GIEC, je retourne à 2014, un peu comme une solution miracle et ne prend assez peu en compte les coûts, les infrastructures, les risques, etc., ce qui a été évidemment critiqué, comme je vous l'ai montré. Donc le rapport 1,5 degré a été un peu l'occasion d'étudier plus en détail les émissions négatives, les limites et les potentialités. Donc là, vous voyez quelques résultats parus dans le résumé pour décideurs du rapport 1,5. Alors, 411 scénarios de décarbonation ont été pris en compte, 90 parviennent à 1,5 et sur ces 90, 44 dépassent un peu 1,5 pour revenir ensuite, 37 beaucoup, donc tout ça veut dire qu'il faut beaucoup d'extraction de CO2 et seulement 9 scénarios, donc sur 90 ou même sur ont une probabilité correcte de ne pas dépasser 1,5 ou très peu et donc de ne pas faire un usage énorme d'émissions négatives. Alors, bon, je reviendrai là-dessus, mais les scénarios qui atteignent 1,5 requièrent en moyenne 10 à 15 gigatonnes d'absorption de CO2 par an, ce qui correspond en gros à 20-25% des émissions actuelles en tout, c'est-à-dire qu'il faudrait retirer, voilà. En tout, c'est 800 gigatonnes d'ici 2100 qu'il faudrait retirer, ce qui correspond à 20 ans d'émissions au risque actuelles, ce qui évidemment suppose une industrie considérable, plus importante que l'industrie gazière actuelle, pour donner une idée. Alors, quelles sont ces technologies? En fait, le rapport 1,5 fait une distinction qui avait été moins nette auparavant entre deux grandes catégories, les solutions dites naturelles ou biologiques, comme l'afforestation, planter des arbres ou la gestion des sols, qui sont des solutions qui sont plus faciles à déployer, qui a priori présentent évidemment moins de risques, mais qui exigent des surfaces absolument considérables, d'où toujours potentiellement une compétition pour l'usage des terres. Et par ailleurs, le stockage du carbone peut ne pas être permanent, mais tout ça est en train d'être étudié. C'est vraiment des choses qui sont assez peu stabilisées. Et à l'inverse, ces solutions dites technologiques, comme le BECS, dont j'ai déjà parlé, et comme la capture directe de l'air, qui évidemment soulève des questions que j'ai mentionnées. Donc voilà 4 trajectoires. Vous voyez que la trajectoire de gauche est celle qui suppose assez peu d'émissions négatives, mais donc qui correspond aux 9 scénarios que j'ai mentionnés tout à l'heure, mais ces scénarios, en revanche, recourent très massivement à l'afforestation. Et donc, selon des spécialistes, pour ne pas pour ne pas dépasser 1,5, pour rester en dessous, ils font des hypothèses extrêmement fortes en termes de population, déjà, des hypothèses en termes de nombre, le nom m'échappe, la population. Démographie, merci, en termes démographiques, et aussi des hypothèses extrêmement fortes de consommation, etc. Et par contre, selon des spécialistes, sont un peu légers sur le plan de l'économie et des demandes d'énergie. Le coprésident du groupe 3 du GIEC, qui s'appelle Jinsky, dit enfin évidemment pas officiellement, mais qu'il y a 2 sortes de pensées magiques pour parvenir à un réchauffement de 1,5 degré, le recours aux émissions négatives et la diminution de la demande en énergie. Autrement dit, il y a 2 sortes, ceux qui recourent aux émissions négatives et ceux qui ne recourent pas aux émissions négatives. Relèvent toutes les deux de la pensée magique. Maintenant, la question de la faisabilité. Alors, la question de la faisabilité, cet objectif est-il réalisable? Cette question était extrêmement présente, évidemment, dans les conférences de presse à l'issue de la publication du rapport. C'était la première question qui était toujours posée. Et le rapport a dû la prendre de front et lui a consacré un long encadré. Et cet encadré dit en substance que la faisabilité a des dimensions multiples, dimensions géophysiques, environnementales, écologiques, technologiques, etc. Et que atteindre 1 degré n'est pas impossible sur le plan géophysique, mais que c'est une question de volonté politique. Message repris largement par les ONG. Donc là, on a l'exemple absolument classique ou du moins assez exemple, oui, d'un travail de frontière, comme on dit, réalisé par les scientifiques pour bien séparer ce qui relève de leur science et ce qui relève du politique, en disant c'est possible géophysiquement, mais voilà. Alors,
le rapport 1.5 est porteur de plusieurs nouveautés. J'ai déjà mentionné le travail des scientifiques, ensemble des scientifiques du groupe 1 et 3 sur le budget carbone. Il y a aussi, je ne sais pas si... Oh, ah non, non. Il y a aussi un très très grand nombre de travaux sur colloques, revues, etc., sur les émissions négatives. Ah non, tiens, il me manque une... Bon, c'est pas grave. Bon, il y a une diapo que je voulais montrer, je ne la retrouve pas, je vais voir si elle est après. Non, bon, bah, c'est pas grave, bon. Il y avait une courbe qui montrait l'augmentation quasiment exponentielle des travaux et des publications sur les émissions négatives, et également un certain nombre de livres qui ont été publiés tout à fait récemment sur ce domaine. Mais en dehors de ces études scientifiques que je voulais vous montrer, mais bon, tant pis, dans la réalité, il y a assez peu d'expérimentation, quelques prototypes qu'on voit ici. Et en fait, jusqu'à ce jour, peu d'incitation, peu d'investissements, même s'il y a quelques investissements privés, si bien que la critique, pour le moment, une des critiques de ces technologies, c'est, ou le recours dans les modèles, c'est de dire qu'elles risquent de détourner des efforts nécessaires pour réduire les émissions. Et en fait, à ce jour, ce n'est pas ce qu'on observe, au sens où il n'y a absolument aucun engouement pour ces technologies. Bien au contraire, et en fait, ce que nous racontent les experts dans ces domaines, c'est que les politiques ne veulent absolument pas en entendre parler, ne veulent rien savoir, et que les ONG non plus d'ailleurs, et que de fait, on en parle très peu dans l'espace public. Jusqu'à aujourd'hui, ça peut tout à fait changer. Je n'en sais rien, et je crois que c'est très difficile de le savoir. Alors une nouveauté très importante, et je vais finir par là, qui n'est pas vraiment une nouveauté du rapport 1.5, mais qui est quand même une évolution importante du champ, c'est l'objectif, la mention de l'objectif net zéro émission ou neutralité carbone. Donc c'est un objectif dont on parlait déjà un petit peu avant en fait, mais qui est maintenant sur le devant de la scène, qui est rentré dans l'accord de Paris de façon un petit peu cryptée. Je l'ai mis à gauche, donc c'est achieve a balance between anthropogenic. Bon, il faut faire un équilibre. C'était pas très compréhensible sur le moment. Ça l'est plus, c'est plus explicite dans le rapport 1,5. Ça signifie tout simplement qu'il ne faut pas émettre plus de gaz à effet de serre que les puits naturels et les éventuelles technologies ne peuvent en absorber pour, si on veut, stabiliser le climat. C'est donc complètement, je l'ai dit tout à l'heure, mais dès lors qu'on veut stabiliser le climat et la température, il est absolument inévitable que le budget soit fini et que donc, à un moment, eh bien, on ait une neutralité carbone. Le moment où on a la neutralité carbone dépend de la température, enfin dépend, est lié à l'objectif de température qu'on se fixe. Mais le caractère fini et le niveau, le fait qu'il faut un niveau net zéro émission, voilà, ça c'est absolument consubstantiel à l'idée de stabilité du climat. Donc, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'exigence de stabilisation, et donc liée à la notion de budget, ou qu'on peut expliquer par la notion de budget, implique en fait les émissions négatives, et ceci pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a toujours des émissions résiduelles qui sont impossibles à supprimer totalement, ou trop difficiles, ou trop coûteuses. Alors après, il faut évidemment savoir comment on définit tout ça, mais par exemple, des émissions de gaz à effet de serre non CO2, comme liées à la production de riz, liées à la production de viande. Certains moyens de transport, comme l'aviation, qui n'ont pas de substitut non fossile, exigent d'être compensés, et pour cela, donc, d'avoir des émissions négatives, puisqu'il faut atteindre un niveau zéro. Il y a une autre source d'émissions négatives dans les modèles, c'est la trop grande lenteur de la réduction des émissions par rapport à un objectif donné. Si on a du mal à atteindre l'objectif de degré, qu'on va trop lentement, eh bien, ça veut dire que pour l'atteindre, dans les modèles, je parle des modèles, là, eh bien, il faudra retirer du CO2. Donc cette notion de neutralité carbone a connu un grand succès depuis la COP21. Elle tente à devenir un concept peut-être plus mobilisateur finalement que les objectifs de 2 degrés et de 1,5 degrés. Elle est mise en avant par un certain nombre d'experts qui estiment qu'elle présente des avantages par rapport à ces objectifs en température, notamment que cet objectif de neutralité peut se décliner, évidemment, peut se décliner aux échelles nationales ou locales, peut se décliner dans des objectifs sectoriels. Tout le monde peut viser zéro émission. Après, évidemment,
il y a quand même des problèmes de définition, mais c'est quand même plus facile à se fixer comme objectif que des objectifs de température qui demandent des allocations de réduction beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre. Et cette notion a aussi le mérite d'obliger à penser en même temps les puits biologiques, les questions d'agriculture, d'usage des sols, etc. Bon, alors j'en viens maintenant eh bien, à un petit peu la fin et la conclusion, qui n'est pas vraiment une conclusion. Donc, assez étrangement, d'une certaine manière, même si l'objectif 1.5 paraît réalisable, est une commande politique, même si ce rapport a au début suscité pas mal de doutes chez les scientifiques, eh bien finalement il est considéré comme un succès. Alors un succès ne veut pas dire qu'il y aura une action tout de suite, mais en tout cas il a été très bien accueilli, il a été beaucoup médiatisé, il a été approprié par un certain nombre d'acteurs, il sert d'appui à des actions politiques et notamment à des actions en justice et des contentieux. Il peut donner peut-être l'occasion de mener des débats qui n'ont pas été menés jusque-là sur les moyens d'atteindre cet objectif de 1,5 degré. Donc là, on a là un petit peu un nouveau paradoxe parce que je crois qu'il y a un an, eh bien, peu de gens pariaient sur un tel rapport ou un tel relatif succès de ce rapport. Alors je voudrais juste quand même, pour terminer, en bas à droite, c'est des polytechniciens, hein, je précise, c'est des polytechniciens qui se sont mis en rang pour faire 1,5 degré. Donc, juste pour finir, je voudrais quand même mentionner que devant le défi, les apories, les contradictions, etc., que présente un tel objectif, et les paris technologiques et les projections complètement acrobatiques, etc., eh bien, il y a quand même un certain nombre de scientifiques qui préfèrent finalement se concentrer moins, de scientifiques de ces domaines, des économistes, qui préfèrent relâcher un petit peu la question du long terme et se concentrer maintenant sur des actions et des stratégies à la fois moins globales, plus locales, par exemple nationales, et sur les transitions aujourd'hui à mettre en œuvre pour arriver à réduire les émissions plutôt que de continuer à réaliser des projections à très très long terme. On a de plus en plus de chercheurs qui, enfin en tout cas en France c'est le cas au CIRED par exemple, qui ont envie de travailler plus sur du court terme et plus sur du local que de continuer à produire des trajectoires un petit peu problématiques. Eh bien, je vais m'arrêter là. Oui, c'est pour prolonger votre conclusion. Qu'est-ce que vous pensez du travail de la Commission sur la valeur de l'action pour le climat en France, la Commission Kiné, qui fixe la valeur de la tonne de CO2 à 250 €. Avant, il y a eu plusieurs projections qui ont toujours été remises en cause. Honnêtement, là, c'est un sujet sur lequel je suis absolument pas compétente, qui est un énorme sujet en soi, le prix du carbone, un sujet d'économiste. Je sais qu'il y a énormément de controverses, y compris d'ailleurs des économistes qui considèrent qu'on attache trop d'importance d'ailleurs au CIRED notamment, qu'on donne un rôle trop fondamental à ce prix du carbone, mais ce n'est pas un sujet sur lequel je peux dire grand-chose. Hein. C'est trop technique pour moi, en tout cas trop économique pour moi. Je n'ai pas bien noté, si on ne fait rien, le 1,5 degré sera atteint dans combien d'années? Alors, ça c'est un sujet, alors d'après le rapport 1.5, entre 2030 et 2040. Vous savez, bon, il y a d'énormes incertitudes, etc. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est qu'en fait, je ne l'ai pas dit, mais il y avait au début, je crois qu'au début, moi je ne le retrouve pas, mais enfin en tout cas c'était un des sujets, un des chiffres qui a donné lieu à beaucoup de débats au moment de l'adoption du rapport, parce que c'était un enjeu. Il ne fallait surtout pas qu'on puisse dire que c'est déjà dans les tuyaux et que c'est fichu, évidemment. Donc, les ONG ont beaucoup pesé pour qu'on donne une fourchette suffisamment large. Mais enfin, en gros, c'est 2030-2040, si je vous l'ai dit, mais je ne sais pas ça par cœur. Je vais vous le retrouver.
Mais bon, il y a des gens qui vous disent que c'est déjà... honnêtement, ça ne change pas énormément. C'est-à-dire que quand même, voilà, entre 2030 et 2050. Voilà. C'est ce que dit le rapport. Pourquoi, à ton avis, il n'y a pas d'intérêt pour ces prototypes des 80 heures dont tu as parlé? Et puis, une question un peu liée. J'avais le souvenir que le rapport du GIEC mentionnait ces techniques, mais ne les recommandait pas. Oui, alors ouais. Le rapport 1.5 ouais. Oui, mais je crois que c'est ce que... Tu vois, pour faire une sorte d'état des lieux, des réponses possibles, mais que ça ne faisait pas partie des préconisations. Bah, ça, c'est ce que dit le rapport 1.5. Ouais. Donc, alors, je ne sais pas si on dit bien. Oui, il les mentionne, il ne les recommande pas absolument. Et non, absolument. Hein, ça, et alors, du coup, ouais, toi, les deux questions sont un peu liées. Comment tu expliques mais de toute façon, bon, le rapport n'est pas censé recommander. Hein, ça, bon. Ouais, mais bon, tu vois, oui, il faut mais enfin, dire des choses un peu plus encourageantes. Oui, ça tient probablement à, je dirais, si c'est un petit peu négatif, ça tient très clairement à des rapports, enfin, ce que disent les publications, etc. Et il faut aussi savoir qu'à la suite du 5e rapport du GIEC et du 1.5, il y a eu les polémiques que je vous ai dites. Et il y a très peu, en fait, d'auteurs qui ont produit ces scénarios qui atteignent 2 degrés. Enfin, les 3 laboratoires dont je vous ai parlé, l'IASA, le PIC, le PBL, c'est 2-3 personnes, enfin c'est très peu de monde, qui ont été quand même assez attaqués sur leur usage absolument massif du BEX, sans dire les inconvénients, etc. Et pour eux, c'était évidemment pas « je recommande », c'était « vous m'avez demandé ça, ben voilà comment on l'obtient ». Bon. Donc, mais il y a eu beaucoup de débats dans la communauté, à la suite, enfin juste après l'accord de Paris, qui probablement ont donné eh bien, ces phrases beaucoup plus prudentes et ces réserves. Alors quant à savoir pourquoi est-ce que les politiques apparemment trouvent que c'est des ennuis en perspective plus qu'autre chose. Enfin, ils n'ont probablement pas envie de voir les ZAD et autres. Enfin, je pense, enfin, c'est ce que dit, c'est un expert allemand qui raconte ça, qui raconte qu'il essaye de dire aux politiques, mais attention, si vous voulez arriver là, il faut voilà, il faut peut-être faire des recherches, ou enfin, en tout cas, mais personne ne veut entendre parler. Ça va peut-être changer maintenant, j'ai entendu dire qu'il y avait un financement pour... il y a déjà donc ce prototype de capture d'air direct en Suisse. Il y a quand même quelques petites expériences, mais ça ne suscite pas. C'est pour ça que ça ne suscite pas l'enthousiasme qu'on pourrait croire, parce que je pense que les gens anticipent les protestations, etc. Ça, par exemple, c'est financé un peu par le pouvoir public ou pas du tout? Je crois pas. Je crois que c'est vraiment des startups. Bon, je connais assez mal, mais c'est en Suisse, là. Il y a Climeworks. Ce sont des... On ne le voit pas bien ici, c'est une espèce d'énorme ventilateur qui absorbe l'air. Et peut-être plus surprenant, alors pourquoi les ONG n'encouragent pas ce genre d'initiative? Tu disais, bon, alors, donc pourquoi ils n'encouragent pas bon, mais déjà, il y a une chose qu'il faut mentionner, c'est que dans toute la panoplie des technologies d'émissions négatives ou de carbone dioxyde de vol, eh bien, il y en a de catégories très différentes, je l'ai déjà mentionné, et il y a un gros travail des chercheurs pour construire des frontières, là encore, par exemple, entre celles qui sont naturelles, qui sont en général vraiment mises en avant. Bon, quelqu'un comme Valérie Masson-Delmotte, elle prône pas mal les solutions liées au sol. Enfin, au moins la recherche, on en est à la recherche, là, on est bien d'accord. Il ne s'agit pas de... par contre, des solutions plus technologiques comme le BEX sont beaucoup rejetées par les scientifiques. Et puis, il y a aussi des ONG qui assimilent ça à la géo-ingénierie. Et donc, il y a un autre travail de frontière fait par certains acteurs pour séparer, pour faire des catégories sur un certain nombre de critères qui peuvent être à la fois des critères physiques, selon qu'on travaille sur le CO2 ou sur les radiations, des critères d'échelle de temps. Mais je pense qu'il n'y a pas du tout... D'abord, il n'est pas du tout dit que les ONG connaissent bien ce sujet. Il faut prendre le temps de se documenter, ni qu'elles aient des opinions cohérentes ou bien arrêtées sur toutes ces technologies et sur l'opportunité de les financer
On dit tout le temps, mais ça, tout le monde le dit, c'est la première chose qu'on voit partout, c'est il faut d'abord réduire les émissions. Et d'ailleurs, ces technologies n'ont de sens que si on réduit les émissions pour le... Enfin, j'aurais dû dire ça tout de suite, mais ça n'a absolument aucun sens de continuer à émettre. Mais le recours à cette technologie n'est pas un sujet sur lequel existent des opinions très arrêtées chez de nombreux acteurs. Et il n'y a aucun débat. C'est ça qui est très frappant. En France, je crois qu'il y a eu un seul article qui en a parlé. Je suis un peu perdu. Ce rapport du GIEC, il faut que je le considère comment, moi, citoyen lambda? C'est de la science ou c'est de la politique? Quel risque prend la science quand elle se met au service d'un ordre qui est aussi mis en question en termes de confiance aujourd'hui par les citoyens? Je fais de la science pour des politiques, on sait que les politiques ils mentent souvent, etc. Enfin, les objectifs ne sont pas les mêmes. Donc, grosso modo, comment il faut que je le considère, ce rapport du GIEC? Bon, pas différemment des autres, a priori, ou différemment. C'est ça aussi déjà une question. C'est-à-dire que, c'est une question que se sont posées les scientifiques. Est-ce que le fait qu'on ait une commande politique, plus directement politique qu'avant, ça constitue, je dirais, une ligne rouge ou pas, pour certains? Bon. Finalement, les protocoles qui ont été suivis sont les mêmes pour ce rapport que pour les autres, c'est-à-dire on évalue des productions scientifiques qui ont été validées par les pairs. On fait relire, on a quand même 42 000 commentaires, c'est quand même dire que ça a suscité l'intérêt, etc. Et les émissions négatives ont été parmi ceux qui ont le plus... Donc il y a quand même un engagement des scientifiques dans ce domaine qui est absolument considérable, y compris pour ce rapport, et des gens qui ont passé un temps absolument fou à, le plus honnêtement possible, synthétiser toutes les remarques, etc. Donc sur le plan scientifique, et puis c'est vrai que c'est une commande politique, c'est vrai que le rapport, le résumé pour décideurs est voté, mais il y a une sorte de final cut, de contrôle final par les scientifiques. Donc en général, ce que ça veut dire, c'est que les différences, alors on peut voir des différences qui sont parfois d'ailleurs pointées entre le rapport et le résumé pour décideurs qui est voté, parce que le rapport, lui, n'est pas voté. Donc le rapport représente beaucoup plus l'état de la science. Le résumé pour décideurs peut être édulcoré un peu ou faire des légères nuances qu'on pointe, en général qui sont pointées. Mais c'est vrai que ça pose tout à fait la question de la faisabilité. Eh bien, il n'est jamais dit nulle part que c'est faisable. Est-ce que c'est... Il y a des gens qui se sont indignés du fait de faire cette frontière, c'est géophysiquement faisable. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire d'autre, quoi? Enfin, à un moment. Ils sont payés, enfin, ça coûte quelque chose. Enfin, je ne sens pas la responsabilité, je ne sens pas d'engagement, de responsabilité. Je ne suis pas là pour recommander. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais qu'est-ce qui... Je veux dire, le GIEC a pour mission de répondre à une demande. À un moment, c'est aussi... le politique représente les citoyens, enfin, c'est des demandes publiques d'expertise, donc il faut le faire. Alors, par ailleurs, les scientifiques, moi je connais des gens qui n'ont pas fait ce rapport, et qui d'ailleurs le regrettent maintenant, bizarrement, enfin, je pensais à quelqu'un. Donc voilà. Mais bon, mais je suis d'accord que ça pose une question des rapports entre science et politique. C'est ça que j'ai pointé moi dans le chapitre, mais c'est-à-dire est-ce que ce rapport change, est-ce que ce rapport 1.5 finalement est la manifestation d'un virage dans les rapports entre science et politique dans la question du climat. C'est comme ça que c'était ça le sujet de mon chapitre. Et en fait, je ne savais pas répondre à cette question, c'est pas facile de répondre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le modèle qui est, nous regardons, alors la science avance de son côté de manière totalement indépendante et pure, et puis nous on regarde l'ensemble de la littérature, on en fait une synthèse, on le donne aux politiques qui en font ce qu'ils veulent. C'est évidemment pas du tout comme ça que marche le GIEC. Alors là, et encore moins le groupe 3, puisque comme je vous l'ai montré, le groupe 3, cette partie du groupe 3 qui fait des IAM, eh bien, est complètement alimentée par le GIEC, pour le politique, etc. Donc c'est tout ce qu'on veut, sauf une science qui n'a rien d'indépendante du politique. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas néanmoins intéressant, fait sérieusement, etc. Mais ils répondent évidemment à des questions de politique. J'ai pas de... Oui.
Oui, c'est dans le même ordre. Il faut écouter sur Internet, enfin, c'est en... Valérie Masson-Delmotte, elle est auditionnée au Sénat en France, et c'est assez... c'est très démonstratif parce que elle le dit après sur France Inter ou une radio où elle est assez découragée parce qu'il faut écouter, parce qu'elle elle répertorie bien tout le rapport pour les décideurs, et devant elle, je veux dire, les 3/4 des politiques, ils sont soit, même parfois presque climato-sceptiques, hein. Donc c'est, voilà, hein, c'est la tension, hein, il n'y a pas que le scientifique, parce qu'elle, je pense qu'elle fait vraiment son travail, elle rapporte, hein, et devant elle, elle a un retour qui est assez atterrant. Hein. Mais moi, comme vous avez pu le voir, j'ai vraiment voulu vous exposer les choses, mais je ne suis pas très normative sur ces choses-là. Simplement, je pense qu'effectivement, c'est assez frappant qu'il y ait des sujets sur lesquels il y ait des débats publics et d'autres pas du tout. Mais je trouve un petit peu dommage que toutes ces questions-là c'est un peu soient décrites sous une forme extrêmement binaire et simpliste, alors que il faut être un bon citoyen, réduire ses consommations, zéro déchet, etc. C'est très bien, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Hein. Bon. Et alors, à quoi sert le rapport ? Alors, le rapport, il a été vu comme globalement une alerte. Donc, c'est une alerte de plus, maintenant il y en a tout le temps, donc c'est une alerte encore pire que les autres. Voilà. C'est beaucoup de ça, dont on espère qu'elle va. Et puis scientifiquement, apparemment, parce que les scientifiques, ils sont très forts pour arriver à trouver de l'intérêt, quelle que soit la question qu'on a. Donc, scientifiquement, ils ont trouvé des choses super intéressantes à faire. Ça, c'est toujours le cas. Non, mais justement, dans la sphère de décision, dans l'espace public, à quoi ça sert ? Il n'est pas impossible que des acteurs s'en emparent, hein. C'est ce qu'on a vu. Peut-être que ce rapport, peut-être qu'il sera utilisé dans des cours de justice, peut-être qu'il est pour quelque chose dans des mobilisations. Je pense que c'est l'avenir qui le dira, hein, franchement. Et puis peut-être qu'il incitera à financer des technologies, voilà, peut-être aussi, je ne sais pas. J'ai du mal J'ai lu dans un article qui me paraissait sérieux qu'il y a 3000 ans, la température était plus élevée de 3 à 4 degrés, les océans étaient plus élevés de 10 à 15 mètres, et que le taux d'oxyde de CO2 était de 400 ppm. Or, il y a 3000 ans 400 ppm. Mais il y a combien, vous avez dit? Il y a 3000 ans. Et actuellement, on a dépassé les 400 ppm. Ah c'est complètement faux. Il y a 3000 ans, ce n'était pas les 400 ppm. Alors là, non, je ne sais pas où vous avez lu ça, mais... Je n'ai pas la référence. Non, c'est faux. Je ne sais pas, je peux rien dire d'autre. C'est une chose c'est très 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 bien documenté. Enfin, il y a peu de domaines aussi bien documentés que ça. Et voilà, c'est pas le cas. Il y a 3000 ans, on devait être à 200... Je ne suis pas le climatologue moi-même, hein, j'ai ça quelque part dans mon ordinateur. Bon, en tout cas, c'est pas 400, c'est certain. Hein. Pour remonter à 400, il faut plusieurs centaines de milliers d'années minimum. Donc voilà. Moi, je peux faire un commentaire là-dessus. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a 4000 ans, la température était, 5000 ans était quasiment la même que maintenant. Mais la grosse différence, c'est que le taux d'augmentation, il est 200 fois plus long que la normale. Donc, plus rapide. Plus rapide, pardon. Et donc, c'est pour ça que les espèces en particulier n'arrivent pas à s'adapter. Donc, ce n'est pas la valeur absolue. C'est la mais le taux de CO2 rapide. n'était pas à 400 ppm il y a 3000 ans. Non, pour le CO2, non. Et pour la température, on était aussi chaud il y a 5000 ans. Je ne suis pas très sûre.